Allez, salut à tous, et ça faisait un moment que nous n'étions pas revenus sur Néphilim. Et ce soir, ce jour, ça dépend à quel moment vous écoutez, nous avons réuni les plus grands experts autour de cette table. J'ai nommé Baron Los et Carthage qui m'accompagnent pour cette nouvelle session. Salut les amis. Chers amis, bonjour, bonsoir, bonjour. Bonjour à tous. Bon, alors Bonsoir. les plus grands experts autoproclamés, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est ça. Autoproclamés experts, mais c'est déjà ça. Et donc nous ne sommes pas comme BFM, nous avons écouté le public et nous avons eu de nombreuses questions et déjà beaucoup de commentaires, on vous remercie, sur les précédentes émissions. Et on a eu pas mal de questions sur les règles et on s'est dit, on va aller un peu parler des règles du jeu de rôle Néphilim. On va s'attacher à parler surtout de l'édition actuelle, hein, qui est, nous en sommes tous conscients, l'Agartha du système de règles de Néphilim. Et on parlera peut-être aussi des éditions passées ou de l'évolution en tout cas. Et donc, pourquoi parler des règles ? Parce que, quand même, les règles, c'est ce qui fait que l'univers peut prendre vie et peut être simulé de manière, on va dire, plutôt correcte. Et ça me permet de commencer avec une première question à nos experts. Et puis, ma première question, c'est venir un peu sur votre historique, parce que je sais, on a déjà parlé de qui on était et comment on a joué, de votre vision. Et encore une fois, en 1 minute ou 2 minutes, un des systèmes que vous avez pratiqué et de ce que vous avez pu voir en évolution de système depuis les années 90, enfin depuis 1992, à la création des premiers Néphilim, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, jouez votre avis, voilà, une minute, hein, sur comment vous avez vu le système de règles évoluer. Et je vais commencer par Carthage aujourd'hui. Tiens, c'est moi qui donne la parole. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Alors, bonjour à tous, bonsoir. Du coup, j'ai commencé par la V1, la V2, la V3. J'ai sauté la V4, dont je pourrais pas parler, et j'ai fini par la V5. À mon sens, il y a eu des évolutions, mais pas majeures du tout. Pour moi, elles n'ont pas tant évolué que ça, les règles, quand on regarde bien. C'est toujours du roll under, en fait, quelque part. C'est toujours un G sous quelque chose, que tu prennes un D20, un D100. Ça reste un petit peu le même système. Il y a toujours à peu près le cas, les sorts, etc. Donc après, il y a eu des modifications, à mon sens, un peu en marge. Peut-être des simplifications, des choses comme ça. Mais en relisant bien, et du fait que j'ai un petit projet sur Foundry là, en ce moment, je me dis les règles sont pas si éloignées d'une version les unes des autres. Voilà, il y a moyen de faire une espèce de synthèse un peu globale. Ça a glissé vers une espèce de simplification un petit peu, mais il n'y a pas eu de remise en cause générale. On n'est pas passé, à mon sens, à un autre système de règles, quoi. Je sais pas si je réponds à ta question, Kylian, mais très bien. C'est-à-dire que l'esprit de la règle, finalement, est à peu près la même. On a fait des variations sur le style, mais en gardant un cœur qui est à peu près le même, si je reformule un peu Tout ce que à tu fait. me dis. Alors que le jeu, lui, a évolué, et beaucoup. Le jeu a du beaucoup coup, changé. une espèce d'évolution énorme du background, du lore, alors que les règles, pour moi, à mon sens, je spoil un peu ce que je vais dire, mais c'est un peu le parent pauvre de ce jeu. Et voilà, ça mériterait d'abord évoluer mieux. Voilà. Baron Los, qu'est-ce que tu penses de cela, de ton côté ? Moi, je pense que je pourrais vous faire un monologue d'1 heure sur des films, parce que, moi, il faut dire que c'est pas ma tasse de thé dans les jeux de rôle en particulier. Moi, les règles, je suis pas un fanat de règles. Pour moi, c'est avant tout, d'abord et avant tout, un support de la narration. Et donc, il faut que ce soit simple, fluide, voire invisible. Parce que je n'ai pas cette passion de rentrer vraiment dans le détail des règles, de chercher la petite bête. Et des films, c'est un jeu d'ambiance, hein, c'est pas un jeu de simulation. Donc, mais comme tout bon jeu, il faut des règles. C'est ce qui structure l'expérience. Mais
dans des films, je dirais qu'il faut qu'elle s'efface au profit de la narration, presque qu'elle soit invisible. Moi, le parcours, il est simple en fait. J'ai découvert les jeux de rôle par l'œil noir, qui je jouais au D20. Je suis pas du tout passé par la case Donjons et Dragons, ça je l'avais expliqué dans une émission précédente. Et les règles étaient simples. Mais après, j'ai évolué, là je vais avoir 13 ou 14 ans, et j'ai découvert les livres de Moorcock, Elric le Nécromancien et tout ça. Et fin 80, je crois, est sorti Stormbringer. Et puis toute la série Hawkmoon, etc. Et Stormbringer, c'était Chaosium, les règles. Comme l'appel de Cthulhu. Et donc, parce que j'aimais l'univers d'Elric, de Stormbringer, je me suis collé aux règles. Je me suis rendu compte que c'était presque aussi simple que le système de l'œil noir, un peu plus complexe, un peu plus fouillé, avec le système de compétences. Il y avait des caractéristiques, mais en plus, il y avait les compétences. Et ça, c'était génial, parce que quelque part, c'était presque exhaustif. On avait survivre, nager, escalader, tout ce truc-là, et j'ai trouvé ça super bien. Et jusqu'au moment où j'ai découvert donc le pendule de Foucault, qui m'a complètement scotché, et Néphilim qui sortait peu de temps après. Et Néphilim, la V1 marchait avec les règles de Chaosium. Alors là, facile de basculer de Stormbringer à Néphilim. Et je suis resté scotché sur ces règles de la V1 et de la V2, qui n'ont jamais été qu'une une très légère, voire même je crois pas que ça a évolué vraiment de la V1 à la V2. Et pour moi, c'était le paradis. Ça fonctionnait super bien. Les petits trucs un peu étranges ou difficiles, un peu difficiles à comprendre avec l'alchimie, bon, c'est pas grave, on se dépatouillait. Mais et ensuite, bon, il y a une longue période où je n'avais plus du tout joué. Et la V3 est sortie, et c'est aussi peut-être pour ça que je n'ai pas joué, parce que la V3, les règles étaient totalement différentes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, hein, les gars? Pourquoi vous continuez pas avec Chaosium, là? Après la V4, il paraît que c'était encore autre chose. Et il y a eu la V5, où là, je me suis dit, oh, ça y est, ils sont revenus un peu à du Chaosium. Mais avec le système de vécu, je me suis dit, oh. Et heureusement, est arrivé, non pas Zorro, mais Carthage, avec son adaptation des règles de la V5, et avec l'ajout de sa sauce et des compétences. Et j'ai retrouvé un petit peu mon Néphilim chouchou, grâce à Carthage, ici présent. Mais bon, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'on va justement parler un peu justement de ces règles de la V5. Exact. Moi, je rebondis en disant effectivement. Alors, je pense que ça a quand même évolué avec le temps. Rappelons les deux premières éditions. Je suis d'accord, c'est à peu près les mêmes. C'est du BRP, donc c'est le Basic Role Playing de Chaosium. Avec là, je vais un peu dans la technique, mais on avait toujours ces caractéristiques physiques. La force, la constitution, je sais pas, rappelez-vous, donc c'est le BRP, et il y a des compétences qui viennent. Et les compétences dérivent parfois des caractéristiques, parfois c'est pas le cas, ça dépend des versions. Et ça, c'était la V1, la V2, assez classique, on pouvait jouer quand tu venais d'autres systèmes assez facilement. La V3, c'est Néphilim Révélation. Et alors là, pour moi, c'est aussi, alors, même si Carthage, il nous dit c'est à peu près la même philosophie, c'est la même philosophie, mais t'es sur du dé de 20 avec des Néphilim qui sont tous évalués dans assez bien, moyennement bien, plutôt bien, très très bien, moyennement bien, enfin bref. Et une grosse rupture pour moi, je pense qu'ils ont voulu, mon analyse, c'est qu'après la révélation, l'univers change. Et donc ils se sont dit, comme l'univers change, les chroniques de l'Apocalypse sont finies, on va faire un truc. Et puis en plus, il y avait eu tous ces ajouts, les archaïmes, les sélénimes, tout ça, ils ont essayé de gérer. Ça, on est en début des années 2000. La V4 qui est de 2012, exactement. Alors là, on revient un peu à une tentative on a des caractéristiques jusqu'à 25. Alors c'est pas comme 20 avant, je sais pas, rappelez-vous, Chaosium, c'était de 1 à 18, 20 exceptionnels. Ils vont jusqu'à 25, avec la table de Pythagore, enfin bon, bref. Une tentative mixte. Donc effectivement, je pense que ça a voulu suivre l'évolution du jeu avec un succès d'estime, retour aux sources. Ils l'ont toujours dit, les gens, c'est retour aux sources. Mais retour aux sources à moitié, parce qu'il n'y a pas de caractéristiques. Il n'y a pas de score de dextérité, par exemple. Et puis il y a ces vécus, on va en parler. Donc moi, je dirais quand même qu'ils ont essayé de suivre une actualité, et la V5, c'est l'actualité du moment. C'est-à-dire, voilà, les joueurs, on leur donne plus de narration, plus de liberté. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire.
Avec succès, je ne sais pas, on va en parler. On va voir si c'est un succès ou pas. Est-ce que c'est l'Agartha, la V5? J'ai bien peur que ça dépendra du MJ. La réponse. Comme ça, au moins, je m'emballe pas. Mais vous verrez, moi, je vois la tête de mes collègues à ce stade. Revenons donc sur la V5. Maintenant qu'on a fait un peu d'archéologie, que vous avez nos idées sur le passé, à la fin, je poserai une question peut-être Non, je poserai à la fin. Vous, aujourd'hui, et c'est une question, quand vous présentez la V5 à un joueur ou à une joueuse, vous le présentez comment? Si vous deviez le présenter assez rapidement, voilà, il y a quelqu'un qui arrive et vous lui dites voilà comment vous allez interpréter le système en quelques minutes ou en quelques phrases pour qu'il comprenne bien l'essence du système. L'exercice n'est pas facile. Et peut-être comme ça, Carthage, si toi tu as quelques idées, ou Baron Los, je vous laisse. Ça permet de faire une synthèse pour les auditeurs de notre compréhension globale du système. En quelques mots, hein. Vas-y, Tu peux y aller comme tu veux. Hein. Non, mais moi ce serait court parce que finalement je ne présenterai pas le système, je présenterai l'univers. Tu vois, pour moi le système est presque secondaire et j'ai pas envie, surtout pour quelqu'un qui va découvrir des films, de lui parler d'un système, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Non, j'ai plutôt envie déjà d'entrer, de le plonger dans l'ambiance, de lui parler de son personnage, comment il va le créer. Moi j'ai adoré dans la V1 justement ce principe de portrait chinois qui fonctionne incroyablement bien parce que je me suis rendu compte, alors hasard ou coïncidence, mais je ne crois pas au hasard ni aux coïncidences, hein, je crois qu'aux logiques qui nous dépassent, qu'en dressant leur portrait chinois, en fait, ils créaient leur néphilim, mais ils créaient quelque part aussi ils créaient un personnage qui leur ressemblait beaucoup, mais de façon sublimée. Si tu étais une arme, si tu étais un objet, si tu étais une œuvre d'art, et on se rend compte en plus que tout de suite, ça crée une affinité avec un élément. D'abord, je crois que dans le portrait chinois, on dit si tu étais un élément, l'eau, la terre, l'air, le feu, la lune. Et souvent, c'est marrant, ça correspond à leur comment ça s'appelle, à leur signe astrologique. Tiens, bon, ça, on en a un petit peu parlé dans les dernières émissions. Cette espèce de rapprochement entre le joueur et son personnage. On finit toujours par créer un personnage qui nous ressemble au fond, hein. Ou alors c'est totalement l'inverse, mais chasse naturelle, il revient au galop. Donc bref, voilà, je lui parlerai plutôt, je le plongerai dans l'ambiance et les règles, elles viendront au moment, parfois, où tu crées le personnage, tu expliques 2-3 points de règles. Il faut que quand tu vas commencer à jouer, le joueur a déjà 2-3 notions comme ça des règles, et puis hop, c'est parti, quoi, action. Carthage? C'est compliqué après Baron Los. Alors, j'essaie de faire une autre réponse, apporter de l'eau un peu plutôt côté règles. Alors, si pour moi, les règles, elles sont quand même un peu le garde-fou qui permet en fait à ce que les MJ ne dérivent pas trop, ça limite un petit peu l'univers et ce que font potentiellement les joueurs. Et alors, si tu veux résumer les règles, je pense que le plus simple, tu dis à ton joueur, écoute, t'as un pourcentage et puis tu jettes un dé 100 et ce sera dessous. On calculera rapidement ton niveau. Sur la V5, c'est pas très compliqué parce que le niveau, c'est un entier, il va de 0 à X, et puis ça te fait 10% par niveau, quoi. Donc, comme ça, tu donnes les grandes lignes. Je pense que après, c'est plutôt spécifique, et on rentre dans les détails, mais c'est le cœur du jeu. Oui, et je suis assez en phase. C'est comme ça que je le présente. Je dis la puissance de ton néphilim sera sur une échelle de 1 à 10. Voilà. Ses compétences sont vécues de 1 à 10 aussi. C'est 1, c'est 10%. Donc voilà. Et ça permet en fait de donner une idée de la puissance d'un personnage. Parce que c'est toujours intéressant quand même. C'est pas la même chose d'avoir 2 en vigilance que 8. Quand même, malgré tout. Et c'est pas la même chose d'avoir un pentacle à 6 qu'à 4. On voit bien, en plus, dans ce système, l'impact. Donc voilà, ça permet effectivement. Et c'est là où j'ai pas compris encore pourquoi ils avaient abandonné les pourcentages pour venir sur des dizaines
est certainement une raison X ou Y, de droit peut-être, on ne sait pas. Mais je trouve qu'il y a la deuxième règle que moi je présente, c'est quand tu veux tester un attribut au sens large, il faut que tu fasses moins et le plus possible. Parce que je pense que c'est une particularité d'AV5, c'est que quand même, il faut que tu réussisses ton jet, que tu sois tout ton degré de compétence, ton pourcentage, mais que tu fasses plus tu fais haut, plus tu réussis. Ce qui est un peu une nouveauté par rapport au passé. Et ça donne quand même une idée que le jet a une importance sur le degré de réussite. Donc voilà, moi j'explique souvent ça avant, parce que c'est la règle de base, hein, après tout le reste découle, et ça donne une idée en donnant des exemples de la puissance du Néphilim. C'est pas forcément un humain lambda, mais c'est pas un dieu vivant, en tout cas au début. Et encore une fois, ça peut dépendre aussi du mode de création, parce qu'il y a plusieurs créations possibles, hein, il y a 3 options de mémoire. Les règles, c'est, pour moi, ça sert à caractériser, comme tu le dis, limiter, entre guillemets, encadrer le rôle du MJ, même si le MJ, finalement, il peut outrepasser et puis glisser entre eux. Mais ça donne aussi le cadre de la matérialité du personnage. Et en fait, pour moi, mais c'est ma vision, j'arrive pas à conceptualiser un personnage sans un système qui simule, c'est mon côté un peu ingénieur, qui simule en fait la réalité. Ou une réalité. Parce que j'arrive pas à voir, et je poserai toujours une question, mais est-ce que si on me le dit pas, je poserai aux questions aux Michel, mais est-ce que je peux faire ça? Parce qu'en fait, on m'a pas dit quel était finalement, comment on simulait ça. Alors que quand on me dit, t'as 2 sur 10 en baratin, je vais le simuler en disant que mon mec, il sait pas baratiner. Voilà, et je vais le simuler comme ça parce que je sais. Et ça me cadre, moi, en tant que joueur, avec ces niveaux. J'ai pas besoin du détail, mais c'est pas la même chose que d'avoir une compétence de combat de mêlée à 8 et baratin à 2 ou l'inverse. Ça permet de lisser. Et ce que j'aime bien, oui, après je m'arrête, hein. Ce que j'aime bien justement, c'est les jeux avec pas mal de compétences. Pourquoi? Parce que ça diversifie les personnages. Quand t'as pas de compétences ou peu d'atouts, d'attributs, tu vas avoir en fait peut-être des Néphilim qui seront par leur élément, d'accord? Mais en fait, tu sais pas vraiment ce qui va diversifier le Néphilim. La magie, alors tu as plein de choses dans Néphilim, mais finalement, qu'est-ce qui fait un guerrier par rapport à un diplomate, quelqu'un? Et pour moi, c'est ça un des défauts, entre guillemets. Bon, c'est l'agartha des règles, on avait 5, mais un des sujets, c'est que cette histoire de vécu, en fait, donc j'explique le vécu, hein, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas, c'est qu'en fait, un joueur peut dire, mon personnage, dans le passé, il était assassin. Donc, forcément, il est fort en tuer les gens, toutes les armes, et puis en plus, je peux rajouter avec un effet Mnemos qu'il était bon en navigation. Hop, ça tombe bien, hein, et donc je connais ça. Voilà, donc ça permet à tous les personnages de faire à peu près n'importe quoi au bout d'un moment quand ils ont pas mal de vécu. Voilà quand je présenterai, et c'était déjà bien trop long. Et est-ce que je peux me permettre un petit commentaire? Toujours. En fait, c'est une des difficultés du jeu, c'est que tu joues des personnages qui ont vécu potentiellement des millénaires, et je pense que si tu veux crocheter une serrure au Moyen-Âge ou aujourd'hui, ta compétence de crochetage, elle n'a rien à voir. Du coup, on est sur une difficulté du jeu qui est intrinsèque, je pense, vraiment. Et comment rendre ça dans des règles, c'est compliqué. Voilà, donc c'est une des difficultés de ces règles. Et peut-être que les sont venus. Mais que tu l'as depuis les premières éditions, parce que depuis les premières éditions, tu cumulais les compétences incarnation après incarnation. Et effectivement, t'as raison, les armes de mêlée, c'était pas les mêmes, crochetage. La diplomatie au temps romain est certainement pas la même diplomatie qu'aujourd'hui, enfin je sais pas, peut-être les temps du chaos sont revenus. Mais ouais, c'est difficile. En fait, la simulation d'une créature qui est multiséculaire, et par nature, peut-être impossible en fait de le simuler, parce qu'on sait pas comment c'est possible en fait. On n'est pas multiséculaire, donc est-ce qu'on arriverait à simuler quelque chose qu'on n'est pas capable de toucher du doigt? Intéressant. D'où la question, est-ce que tu veux vraiment simuler quelque chose? Quel est le but des règles en fait au final? Est-ce que c'est de la simulation ou c'est autre chose? Et c'est là où ces règles me posent un petit problème, c'est que je vois pas le but en fait. Tu vois, j'ai pas une... Qu'est-ce qu'elles apportent? Quelle est la vision
qu'apportent ces règles, j'ai l'impression que c'est un peu généraliste, mais il n'y a pas une espèce de... Tu joues à Alien, par exemple, ils vont mettre l'accent sur le stress, le joueur qui peut relancer ses dés, etc. Là, en fait, c'est assez plat à mon sens, et ce qui manque, c'est qu'on sent pas dans ces règles l'aspect millénaire de l'esprit, quoi. Il n'y a pas quelque chose qui transpire. Ouais, je vois. Carlos, ouais. Comme tu joues à une créature immortelle qui fut un temps, c'était les Caïms, n'avait pas d'emprise sur quelque part la matière comme pouvaient l'avoir les humains, enfin ils l'avaient d'une autre manière, ils l'avaient sur la matière magique. Finalement, ces compétences, les Néphilim les ont acquises en intégrant celles de leur simulacre. Donc, tu peux comprendre en fait que ces compétences, ils les ont et parce qu'ils interagissent avec le monde des humains, quoi. Donc, ils ont des compétences humaines. Il t'appartient au chariot. Bon, on va rester généraliste. Ouais. Donc, alors après, le système des vécus, c'est pas mal parce que quelque part, peut-être qu'ils ont tenté d'ultra simplifier ce système de compétences, parce que tu as été peut-être archéologue dans le passé, donc tu as des connaissances. Et bon, moi, je trouve ça dommage. Et ce système de 1 à 10 aussi, je trouve ça très dommage, parce que, encore une fois, pour revenir au basic role-playing system, là, le système Chaosium, c'est dommage de ne plus avoir le pourcentage avec les unités, parce que parfois, quand tu fais un jet, je sais pas, par exemple sur l'appel de Cthulhu, tu fais 75, alors que tu as 74 en crochetage, t'es dégoûté, mais t'incarnes le truc, tu vois. Et alors, faut dire que c'est un jeu qui se joue avec des dés. Donc il y a aussi cette part de hasard, c'est-à-dire que même un Néphilim peut, avec un fumble, peut glisser sur une peau de banane. Donc ça nous ramène à vraiment une réalité qui est d'ailleurs la dure réalité d'un Néphilim. Il est incarné dans un humain, c'est sa malédiction. Ce sont des déchus, donc ils subissent cet état d'être, ils subissent les compétences, ils préfèrent réagir directement sur la matière, comme ils peuvent le faire avec leurs propres compétences, les sciences occultes. Magie, cabale, alchimie. Donc, bon, j'étais parti peut-être sur autre chose là, mais je trouve que finalement, voilà, ça manque dans cette V5, c'est toutes ces compétences. En plus, je veux dire, c'est largement rodé. Il y a une liste exhaustive, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les compétences, mais c'est vrai. Et ça, je suis hyper d'accord avec toi quand tu disais justement sur ce principe de compétences que ça singularise en fait le jet de dés. Tu vas faire un jet sous ton crochetage ou tu vas faire un jet sur archéologie, etc. T'as envie de le réussir ce jet. Et moi, ça c'est un moment dans les règles justement qui crée du frisson. Et comme les règles, elles doivent d'abord et avant tout être un support de la narration, à ces moments-là, ça peut être déterminant. Sur un jet de dés, parce qu'il y a le hasard, et c'est le hasard de la vie, c'est le doigt de Dieu. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Et en cela, du coup, des films, je crois pas, ne pourraient pas se passer de règles. Alors, j'ai jamais joué, mais comment s'appelait ce jeu Ambre. Inspiré des Princes d'Ambre. Ouais. Ambre, ouais. Il n'y avait pas de règles. J'ai pas lu le système, je sais pas si toi Si, je l'ai maîtrisé, enfin ça se maîtrise plutôt bien dans l'univers, mais je pense que pour Néphilim, c'est peut-être effectivement la complexité de l'univers de Néphilim est bien plus importante que Ambre. Puis Ambre, c'est politique, on joue des princes, etc. C'est pas le même jeu, voilà. Mais tu sais dès le début que tu gagneras ou tu perdras une confrontation dans Ambre. En fonction de la puissance de la personne qui est en face. Là, effectivement, il reste un jeu de dés avec du hasard, quel que soit Attends, juste pour finir, parce que là, je pensais, excuse-moi, juste pour dire que ce que je retiens, ce que j'aime bien dans la V5, c'est les réussites critiques. Tu sais, quand tu as 60, si tu fais 11, 22, enfin des doubles, 33, 44, 55, c'est une réussite critique. Par contre, ils n'ont pas considéré, je crois, le 1 comme une réussite extrême. Enfin, c'est une réussite... c'est une réussite standard, mais c'est une réussite quel que soit ton niveau. C'est une réussite, tout le temps une réussite, c'est 100, c'est toujours un échec, mais c'est pas... la réussite, elle est pas critique quand tu fais 1. Mais tu réussis, même si ça, c'est dommage, tu doubles les dégâts. Exactement. Moi, je prends le principe, je me suis dit, un 1, c'est fumble,
Enfin non, sur Nephilim, c'est une réussite critique, donc tu vas doubler les dégâts, etc. D'ailleurs, j'aimais bien le système de points de vie. Le système de blessure, j'ai du mal à le cerner, j'ai du mal à, comment dire, à savoir combien le Nephilim ou le simulacre est blessé. Alors, blessure grave, enfin, bon, ça c'est un point de vue totalement personnel, hein. Mais encore une fois, moi, le système de points de vie est tellement rodé, tellement ancré, que, bon, changer de système, c'est pourquoi? Pourquoi? Dites-moi Alors, pourquoi? alors, on va pas répondre à pourquoi, mais je vais continuer parce que tu as commencé sur les points que tu aimais bien dans la V5. Et donc, je vais continuer avec toi sur cette question parce que c'est une de mes questions. Quels sont finalement les 3 points que tu aimes bien dans cette version? Donc, je comprends que le premier, c'est cette capacité à avoir fait des réussites critiques. Donc, plus meilleur tu es dans une compétence ou dans un vécu, plus tu auras de chance d'avoir une réussite critique et moins tu auras de chance d'avoir un échec critique. Donc, c'est ça que tu aimes bien. Est-ce qu'il y a 2 autres points que tu as bien aimé dans cette version-là, sur les règles, la personnage, la création, la magie ou Ah, quoi? c'est Quelconque. sur l'expérience. Encore une fois, sur la V1, comme pour le système Chaosium, quand tu avais fait une réussite critique dans une partie, la partie suivante, tu jettes ton dessin et pour le faire progresser, la compétence, il faut que tu fasses au-dessus. Et derrière, tu jettes, je sais plus, c'est un D10 et petit à petit, tu vas progresser. Tu progresses très lentement, mais tu progresses si tu réussis ton jet. Encore une fois, le hasard, hein, des dés. Et ben là, la progression qui se fait avec des points de sapience, etc., pour moi, je suis un peu perdu. Et alors, tu me disais au départ, je suis en compagnie d'experts. Moi, c'est moi qui est en compagnie d'experts. Là. Je vais vous écouter parler vraiment du système. Et Carthage, qui lui, en plus, l'a adapté pour Foundry, donc qui a dû vraiment rentrer dans le moteur, dans la mécanique du système. Alors, ils ont fait une version simplifiée aussi, je crois, dans le jeu, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple que si tu fais des approches. Il faudra expliquer un peu ce qu'est une approche, mais euh, bon, finalement, je me répète, hein, je radote hein, comme un vieillard, parce que je regrette beaucoup la V1, la V2, et j'espère qu'un jour, Carthage, pour moi, et juste pour moi, il fera la version V1, V2 pour Foundry. Alors, on écoute la demande, mais il n'a pas répondu et il a peut-être raison. Alors, je vais passer à Carthage. Toi, les 3 points forts ou les 3 points de règle que tu as bien aimé dans cette édition Légende. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas la même opinion que Barlos. Moi, j'aime bien le système simplifié en 1, 2, 3, 4, 5. Parce que, au final, ça revient, t'arrondis des pourcentages, mais du coup, cette simplification est, à mon sens, plus lisible parce que c'est directement un pourcentage, mais le grain qui était peut-être trop fin avec la V3, apprenti, compagnon, maître, là, je trouve que pour moi, ça colle bien. En tout cas, mes goûts, c'est assez bien. Ils ont simplifié, j'aime bien les sciences occultes, en fait. Paradoxalement, je trouve que c'est les règles qui tournent le mieux parce que c'est assez simple. Quelque part, tu as un jet de dés pour faire ta magie. Pas besoin de plus. Avant, je crois que dans la V1, tu avais ton jet de magie et après, tu avais ton jet de K derrière. De mémoire, je peux me Il fallait faire le rituel et ensuite ta puissance magique. Ouais, je crois qu'avec la V3, ils ont introduit le fait que c'est un jet de K, plus ou moins ta compétence, et puis avec en opposition ton sort, donc ils avaient déjà commencé à simplifier. faire un jet, donc j'aime bien cette simplification des règles des sciences occultes, et ça tombe bien, parce que ça fait 3 règles. Non, elles sont suffisamment éloignées, en fait, du coup, je trouve, ces règles. En fait, chacune a son identité, sa patte, et je trouve que c'est plutôt bien fait entre alchimie, cabale et alchimie et magie. Je trouve que quand t'as un magicien, il va dire ouais, mais la cabale c'est plus puissant. Ouais, mais le kabbaliste, il faut qu'il passe du temps à invoquer, donc tu vois, c'est pas prêt et tout. Ouais. Donc chacun son petit ses possibilités. Pour moi, je le mets aussi dans mon top 3, ils ont équilibré les sciences occultes. Et ça, c'était compliqué parce qu'ils ont rajouté année après année plein de sciences occultes. Alors, ils sont restés sur les 3 principales, hein. Et je trouve que c'est mieux équilibré qu'avant. La cabale, l'alchimie, que je suis pas un grand fan comme tout le monde le sait, mais je trouve que c'est quand même bien équilibré. Même ils ont rééquilibré les sortilèges, en fait, hein, les sorts, pour que il n'y ait pas de différence entre les voies de magie. Rappelez-vous, il y avait avant des sorts, en fait, t'arrivais, si t'étais, je sais plus quelle voie de magie,
tout le monde prenait ça, quoi, parce qu'en fait, c'était les sorts qui étaient les sorts gros billes, quoi. Donc, vraiment, je trouve qu'ils ont bien bossé sur cette homogénéité. Reste un petit détail, on parlera quand je parlerai des points faibles. Moi, je suis assez fan, effectivement, de ce jet de dés qui donne le degré de réussite en un seul. Et je t'en ai parlé tout à l'heure, je trouve que ça, c'est très rapide, et tout de suite, le joueur, c'est tiens, j'ai bien réussi, j'ai mon degré de réussite tout de suite sur le jet de dés. Ça simplifie, et puis ça met cette... Et en plus, tu gères les oppositions avec les adversaires, parce que les adversaires, bon, c'est simple, ils sont juste par une menace, c'est à peu près le truc simple. Ils lancent le dé et le degré de réussite. Ce qui fait que un mec très puissant, un Nephilim très puissant, qui a même 90 ou 100, s'il fait que 10, il aura 1 degré de réussite. Et quelqu'un qui a 30%, s'il fait 29, il a 2 degrés de réussite. Il peut vaincre un Nephilim sur une opposition. Donc je trouve ça malin, moi, d'avoir accéléré et de limiter les jeux de dés. Donc j'en étais 2, il faut que j'en trouve encore un 3e. Je trouve que cette édition, malgré tout, parce qu'elle est lourde, elle présente bien les règles. Quand on lit, voilà, ça présente. À part sur un point faible, que je parlerai, où c'est un peu le chaos. Et donc je trouve qu'ils ont mûri quand même sur la présentation et des règles. Il n'y a pas besoin de le lire. J'ai relu les précédentes éditions. En fait, ils expliquaient par l'exemple des cas, tu comprenais pas toujours, en fait, surtout la révélation, comment ça jouait, en fait. Comment ça joue en vrai. Et je parlerai après des points faibles et ça reviendra peut-être un peu sur ça. Donc voilà mes trois. Vas-y. Je trouve ce que j'aime bien, qui passe un peu aperçu dans ce qu'on a dit. Il y a un tableau qui paye pas de mine, mais que je trouve hyper intéressant, qui me fait penser un peu à Torg, un vieux jeu là, où il y avait une échelle pas du tout linéaire. C'est les recherches occultes. En fait, ou le décryptage. Ce qui veut dire qu'il y a une énorme différence entre de passer à 4 à 5 et de 5 à 6, etc. Plus on monte, et plus le niveau, tu gagnes pas 10% en fait. Tu gagnes des siècles, des millénaires en bout de tableau. Et je trouvais ça pas mal dans le sens où ça étale en fait la recherche. On comprend mieux avec cette règle pourquoi le Nephilim, il a passé des siècles à chercher son focus, à essayer de le décrypter. Parce qu'avant, tu gagnes 10%, tu gagnes 10% de temps globalement, ou 10% de chance en plus de le décrypter. Et du coup, la règle n'est pas en corrélation avec ce qu'on te raconte dans le lore. Alors que là, tu veux torcher le Graal ou tu veux décrypter un truc, il va falloir des millénaires, quoi. Et ça, je trouvais ça bien. Tu as raison. Ouais. La simulation des recherches occultes, je trouve une bonne idée parce que ça permet à le faire. Alors, moi, je l'utilise pas à titre perso parce que j'ai pas eu l'occasion. Mais effectivement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est la même chose quand tu veux le chiffre pour le coup. Le temps de décryptage. Le temps de décryptage est sympa parce que le dernier c'est millénaire, je crois. Le premier c'est minute, enfin un truc comme ça. Je sais plus de tête. Mais la différence entre ta connaissance et le niveau du focus va faire que ça va te prendre plus ou moins de temps. Et qu'il est parfois... et parfois il est intéressant d'attendre de lire ton focus que tu augmentes ta compétence parce que autrement tu vas mettre des minutes à le lire. Ouais. Et je vais passer aux 3 points qui sont pour vous le plus problématique dans le système légende. Si tu veux commencer. Allez, je commence. Je vais commencer cette fois-ci parce que, tiens. Donc, moi, j'ai un sujet, c'est la différence de progression entre la Kabbale et la magie. Ça peut paraître un détail, je rentre dans les trucs, mais en fait, j'ai remarqué, après, à force d'avoir joué, que j'ai fini par donner plus de points de sapience aux kabbalistes pour progresser dans les séphiras. Parce qu'autrement, les pauvres, ils ont tout l'arbre à monter, alors que leurs copains à côté, ils ont juste le premier cercle, le deuxième cercle et le troisième cercle. Enfin, troisième cercle, on s'entend. Donc voilà, j'ai donné, alors moi je suis même allé plus loin, j'ai modifié en disant, c'est des points de sapience juste pour l'arbre de Kabbale, parce qu'autrement vous allez l'utiliser pour le cas, etc., ça déséquilibre. Donc ça, petit truc, gros point noir pour moi, c'est le combat. Honnêtement, j'ai même un joueur il y a pas longtemps qui m'a dit un jour il faudra que tu m'expliques comment ça se passe ces combats, ça fait 2 ans qu'on joue sur le Souffle du Dragon, et je lui dis un jour je comprendrai peut-être comment ça marche. Pour l'instant on va finir comme ça, mais c'est un problème parce qu'il y a des sorts, des sciences occultes qui aident au combat. Si on respecte pas les règles telles qu'elles ont été définies, il faut changer cette magie
parce que avoir un +3, un truc machin, si tu n'utilises pas vraiment les règles telles quelles, bah en fait ta magie va pas se coller exactement au système de combat. Ça dépend des sorts. Donc voilà, c'est quand même un sujet majeur, et je pense. Et puis le troisième pour moi, mais je pense que vous le partagerez, c'est les vécus versus compétences, parce que je suis un vieux joueur ou un vieux MJ, et en fait j'ai pas l'habitude de laisser trop. Enfin, j'aime qu'une action soit résolue de manière assez nette et assez rapide, et je n'aime pas discuter du est-ce que c'est possible ou pas à chaque action. Et le vécu, je l'ai fait une partie, enfin 2 parties avec le vécu, et en fait je me retrouvais à des gens qui disaient ouais mais ça je l'ai fait, etc. Et en fait tout était trop, enfin voilà, c'était trop simple. Oui ben moi j'ai fait ça donc c'est bon. Et ça dépendait. Alors attention, ça dépend de la table et la règle qu'on se donne. C'est-à-dire que si le joueur il se dit ok, je me dis dès le début c'est ça mon cadre, je me laisse, et puis je suis pas un super-héros qui a tout fait, ça peut marcher. Mais quand t'as 4 joueurs, les joueurs ou joueuses, ils ont envie de réussir. Ils ont pas envie de perdre. Bah, c'est logique. Et donc, forcément, ils vont dire je l'ai fait. Voilà. Et donc, tu dois négocier. C'est pour moi un point. Alors, en tant personnel, parce que je suis sûr qu'avec des tables ça marche, mais pour moi, c'est un point difficile. Et statistiquement, quand même, pour avoir discuté avec pas mal de MJ, il y en a beaucoup qui ont pris le système de compétences, qui est dans les règles, puisque c'est optionnel, les compétences, c'est marqué dans les règles, on peut utiliser les compétences, donc c'est pas déconnant de le faire, c'est même dans les règles, mais c'est pas suffisamment décrit. Voilà, et je passe la parole à Baron Los pour ces 3 points les plus problématiques. Oui, je sais, j'en citais 3 quand même. La création de perso, et comme tu l'as dit, le vécu, et la progression ou l'expérience. Parce que déjà, la création de perso, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? T'as un Néphilim, quand on est 4, je sais plus comment ils appellent ça, il a 4 en K. Et s'il a bien décrypté un petit peu toutes les failles, et moi j'ai un ami, Olivier, pour ne pas le citer, là, qui a décrypté la moindre faille. Carthage, tu as dû avoir affaire à lui, t'as vu le numéro. Et il a créé un personnage qui avait déjà 100 au premier cercle de magie, 100 au deuxième cercle de magie, et des compétences en cabale complètement dingues, avec un vécu de malade. Il s'est servi des points de chute, il s'est servi de toutes les failles, il s'est servi aussi, il a regardé dans les sorts ce que tu pouvais avoir comme sort ou comme invocation ou comme formule alchimique, de bonus sur certaines choses. Il se retrouvait en fait avec un Néphilim qui a 4 en K, ultra puissant. Et pourtant, moi, ce niveau-là, j'ai l'impression, moi, pendant des années que j'ai joué avec la V1 et la V2, qu'il fallait du temps avant de l'atteindre. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait que le Néphilim, le joueur, va commencer avec un personnage aussi puissant, qui est déjà hyper avancé, alors que le mec, il connaît pas le jeu, il connaît pas les règles, il connaît pas le truc, mais il a déjà 100... Ou s'il a un peu compris le truc, il s'est mis 80 en premier cercle, 80 en deuxième cercle. Bon, ceci, c'est quand même bizarre. Les vécus, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je préfère largement les compétences. Alors, c'est vrai, je me rappelais plus. Tu dis, Kylian, qui a les compétences. Je me rappelle plus à quelle page dans le livre des règles. Ça m'a échappé. Je croyais que c'était Carthage qui avait ajouté ça. Ils donnent en option, mais ils donnent pas la liste. Ils disent il y a suffisamment de listes de compétences sur Terre pour vous utiliser. Ah oui, je sais pas si c'est un problème de droit. Je vais pas poser la question à Néo. C'est un sujet de droit. Mais c'est peut-être ça la raison pour laquelle ils ont abandonné Chaosium. Moi, je pensais que c'était Carthage, mon héros, qui avait qui avait utilisé les compétences. D'accord, tu nous expliqueras ça. Et donc la troisième, je disais, oui, la progression. J'ai l'impression que c'est totalement arbitraire, en fait, la répartition et le don de points de sapience. Et ce même ami, Olivier, a fait une espèce de tableau Excel où il a essayé de calculer le nombre d'heures, de semaines, voire d'années qu'il fallait pour atteindre tel niveau, en calculant le nombre de points de sapience, etc. Un tableau extrêmement technique, où il a vraiment fait un calcul pour comprendre. Et regarde, il va nous falloir des heures, des mois de jeu pour que je puisse peut-être un jour enfin atteindre le niveau 5 ou 6 ou 7 en K. Donc, alors qu'encore une fois, avant Chaosium, tu jetais ton descend au-dessus de ta compétence. Si tu faisais plus, tu pouvais lancer un D10, etc.
je trouve ça, je sais pas, en voulant peut-être simplifier, ils ont, de mon point de vue, complexifié le truc. Mais peut-être que la V5 a quand même l'avantage de mettre tout le monde d'accord. Parce que finalement, dans toute l'évolution des règles, de la V1 à la V5, chaque MJ a aimé tel ou tel point de règle, et finalement, peut-être qu'il va retrouver dans la V5. Et donc, c'est quand même pas mal, ça, déjà, hein, d'avoir mis tout le monde d'accord. Alors, évidemment, pas à 100%, mais voilà, on s'y retrouve. Moi, je m'y retrouve. Alors, je sais pas si pour ceux qui aimaient la V3, la V4 s'y retrouvent vraiment, mais bon, quand on est amoureux de Nephilim, on s'y colle, quoi, hein, et puis on s'y fait. Ah, voilà. Alors, Carthage. Alors, je dois avouer que Carthage vient de nous montrer un papier que vous ne voyez pas à l'écran, qui indique qu'il a certainement plus de 3 points. Nonobstant, nous allons rester sur les 3 points principaux qui sont les plus urticants, devrais-je dire, pour toi, Carthage. Alors, choix. J'ai appelé ça des bugs. Étant dans le parce que c'est un peu des bugs pour moi, hein, comme l'a cité Barolos, la création, par exemple. Je vais pas revenir dessus, mais je connais Olivier et effectivement, il m'a sorti un truc complètement hallucinant. Et ce qui vient du fait, en fait, que les points d'incarnation qui servent de création sont pas les mêmes que les points de sapiens. C'est pas la même monnaie et on peut faire n'importe quoi avec, notamment page 149, où il est dit que pour un point de chute, on peut gagner 5 points d'incarnation. 5 points d'incarnation, ça fait monter de 50%. C'est énorme. Énorme. Et le gars, il gagne un point de chute. On dit c'est énorme, mais le point de chute, c'est un de mes points urticants. Je suis un magicien, je fais de la basse magie, j'ai facilement 150 dans un sort. Voilà. Eh ben, je vais assez mal faire des sorts de basse magie. Sur un critique, j'ai à peu près 10%. Et ben, je vais me soigner d'un point de Kaiba, et c'est réglé. En fait, j'ai pas besoin d'aller voir l'arcane de la tempérance pour aller me soigner. On est d'accord. L'ensemble sort et c'est fini. En relisant les règles, je pense que c'est assez évident ce truc. Et je comprends pas comment c'est passé à travers les Attends, les c'est-à-dire playtests. que si tu fais une réussite critique sur une science occulte, tu perds un point de chute. Tu gagnes un point de sapiens. Tu gagnes un point de Tu- sapiens, ce qui peut être utilisé pour enlever un point de chute. C'est ça, c'est ça. Donc c'est de la blague. Ouais. Au lieu d'aller au lieu d'aller trouver le Graal, pour aller te soigner, eh ben lance des sorts quoi. Ça sera- Ouais, Surtout que tu as raison, heureusement. la basse magie, t'es très vite à 120, 130, voire 140. Mais oui, c'est Et je donc, comprends pas. et moi j'ai un joueur, chaque partie, quasiment, il perd un point. Et donc je suis obligé de lui enfiler plein. Parce que autrement, et donc c'est une cabale en fait. Non, c'est une cabale. Ouais. Voilà. Mais heureusement qu'à la création de perso, ils ont quand même limité le nombre de points de chute. Ça, t'imagines? Voilà. Alors après, point de chute, ils disent c'est grave, je suis pas sûr, parce que dans la V3, il y avait des chutes qui étaient bien faites. T'étais poursuivi pendant les chasses saturnales, t'avais vraiment des grosses chutes violentes. Et à ce moment-là, tu peux dire, ok, pourquoi pas, quoi. Si t'as passé des incarnations à te faire chasser, bah tu sais que tous les mois de Saturne, tu vas te faire chasser. Ça vaut peut-être le coup, si tu es un NJ, tu vas en profiter pour enfoncer ton joueur. Ce que j'ai fait avec Olivier, hein. Je lui ai dit, attention, si tu prends ça, je vais t'enfoncer. Olivier, si Pas tu le point. nous écoutes, il n'y a rien de personnel. Mais tu vas s'opérer. VSP, donc pas de voir, tu me dis, mais je t'ai mis en garde. Voilà, donc ça, c'est un des points majeurs pour moi. Et après, il y a la dépense de points de cas. Alors ça, les points de cas, dans les anciennes éditions, c'était assez linéaire. Pour gagner un point, il fallait payer globalement à peu près toujours le même nombre de points. Aujourd'hui, c'est assez exponentiel. Quand tu passes de 9 à 10, il faut un nombre de points faramineux, ce qui fait en fait, tu es assez bloqué. Et dans les règles, il est cité que pour faire ça, pour pactiser avec une créature ou n'importe quoi, il faut dépenser un point de cas. Du coup, moi, je suis joueur, je me dis, ok, je vais pas monter mon cas, ça va être tranquille. Je vais monter plutôt mes sciences occultes. Je vais claquer mes points de cas qui vont pas me coûter grand chose à bas niveau. Je vais monter 3-4. Je vais les regagner avec un peu de points de sapiens. Et puis après, ce qui est déjà cher quand même, mais pas hors de prix. Et puis plus tard, ce sera fait, quoi. Ce sera tranquille. Donc ça, pour moi, ce point de cas là, j'ai changé les règles. Pour moi, c'est les points de sapiens. Donc, si je peux donner un petit tweak, ça marche plutôt pas mal. C'est que les points de sapiens sont servis à acheter du cas ou des compétences, etc. Mais en fait, le Nephilim va pouvoir oublier
en perdant du cas ou des sciences occultes ou n'importe quoi, récupérer un pool de points de sapiens et en dépenser un certain nombre pour payer son contrat, sa dette ou n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est plutôt un capital, le point de CAC, qui va servir à être dépensé comme d'autres choses. C'est comme ça que j'ai réussi à contourner le truc, parce que sinon, c'est assez invivable, quoi. Alors, je rebondis sur ça parce qu'en fait, pourquoi les personnages ou les joueurs veulent augmenter la puissance, c'est pour atteindre l'Agartha. C'est toujours le fameux pourquoi je monte ma puissance, c'est pour l'Agartha. Donc, tu as plusieurs points qui sont expliqués. Un Agarthien, c'est quelqu'un qui a le cas à 10, je crois, qui a une quête à 10, qui a plusieurs sciences occultes à 10, je ne sais plus combien exactement. Donc, ils ont mis un certain nombre de règles. Si vous regardez, et c'est peut-être ce que Olivier a fait, Olivier, si tu nous écoutes, il a calculé quel est le chemin optimum pour atteindre l'Agartha. Il y a un chemin optimum, je vous laisse deviner lequel c'est, et c'est pas celui du cas, ça c'est sûr. Voilà. Donc à force de donner des objectifs et des gains de puissance, effectivement tu tords le truc, et des optimisateurs, ce système-là, il est pas pour optimisateurs, hein. Il est pour les gens qui jouent des Néphilim et qui ont envie de jouer des Néphilim narratifs. Si vous mettez un optimisateur dessus, il vous tue, en fait. Je pense. Excuse-moi d'avoir interrompu. Je te laisse la main. Non, c'est très judicieux. Je suis complètement d'accord avec toi. Puis l'autre truc, qu'est-ce que je vais parler un peu? Un truc différent. Je vais parler des Sélénimes, tiens. Alors c'est un peu en marge, mais c'est assez rigolo parce que j'ai fait jouer la campagne. Et alors, pour gagner des points de lune noire, si tu lis bien les règles, je pense que tu fais un tour dans un stade et tu fais ta moisson. Tu montes ton royaume en 3 semaines. Voilà. Et puis c'est torché. Ouais. Donc, alors ça, c'est pas du tout ce qui a marqué, c'est pas du tout l'esprit, je suis d'accord. Mais si tu lis stricto sensu les règles, c'est vite fait, quoi. Heureusement que le monde tourne pas comme ça. J'espère que les MJ sont un peu des garde-fous de ce genre de choses, parce que c'est pas possible. Voilà, donc ça en fait 3. Ouais. En fait, c'est intéressant ce que vous avez dit. Je pense que il y a besoin que vraiment le MJ prenne de la hauteur sur les règles dans cette édition. Parce qu'il y a des points forts, hein, il y a clairement des points forts. Mais en fonction des joueurs, et moi à ma table je vais prendre des exemples, j'ai des joueurs, en fait ils s'en foutent des règles. C'est-à-dire qu'en fait tu vas leur dire ça, ils vont pas aller maximiser le truc, donc en fait ça se fait assez naturellement, et justement le MJ peut donner plus de choses, plus de points de sapience pour faire évoluer, et c'est cool. Et puis j'ai eu un joueur, je vais te parler au passé, alors lui c'était chaque point de règle, mais en fait ça marche pas. Si tu regardes les règles, c'est pas ma conclusion, mais ça peut être ma conclusion, si tu appliques les règles à la lettre à cette édition-là, tu vas déséquilibrer entre les joueurs, les personnages, tu vas vite déséquilibrer, et tu vas déséquilibrer tes parties, en fait, très très vite. Et donc ça, c'est un problème de playtesting, hein. C'est un problème de playtest, hein. C'est-à-dire que alors, pas de critique, hein, mais ça certainement pas assez testé à long terme pour voir les impacts de ce système-là. Ouais, moi il faut Boscholi. Ah bah c'est ça, hein, bien sûr. Lui, tu le prends, il va te démonter le truc point par point et il va te redresser le tableau bien comme il faut. Mais tu vois, j'ai eu le cas, moi, avec un joueur justement qui a beaucoup pratiqué Donjons Dragons. Donjons Dragons, c'est 50 ans de développement, et puis je pense que tout le monde est d'accord pour dire quand même que la dernière, enfin la V5 est bien foutue. Parce que c'est un jeu qui a évolué dans son système de règles, qui a été pensé, voilà, il est complexe, il y a plein de trucs, c'est vachement bien. Tu t'attendrais justement à ce qu'un jeu comme Néphilim, qui lui n'a que 30 ans, déjà 30 ans, quoi, tu vois, à ce que justement il y ait eu un peaufinage des règles pour ciseler le truc au maximum, et finalement c'est bancal. Et ce pote, enfin c'est bancal, tu l'as dit, Kylian, il faut vachement prendre de hauteur, hein, parce que quelque part, je pense que pour beaucoup de MJ de Néphilim, les règles sont, j'allais dire, secondaires, mais bon, on privilégie vraiment l'immersion, l'ambiance, etc. Mais pour ce pote, en fait, c'est parce qu'il est amateur de Donjons Dragons et qu'il connaît bien les règles, et parce que aussi peut-être que c'est un joueur qui aime bien cette simulation, hein, que permet Donjons Dragons, il comprenait pas dans certains combats pourquoi il fallait faire ci, pourquoi il fallait faire ça. Il y avait un problème avec les approches. Enfin, il y a des trucs qui lui ont échappé, et du coup ça fonctionnait pas parce que tout à coup le soufflet retombait, quoi. L'ambiance, l'aspect cinématographique, tout d'un coup c'est genre stop, coupé. Tu vois les projecteurs et tu vois l'envers du décor, quoi. Et ça fout tout en l'air.
Donc effectivement, il faut aussi peut-être que le MJ a des films à sa table, il y a des joueurs pour qui aussi les règles soient quelque chose de secondaire. Et que ce soit le roleplay, l'ambiance, l'immersion dans cet univers, et tout cet ensemble en fait qui font que des films et ce jeu d'ambiance incroyable, hein. Cette ambiance pour voilà, que tout cet aspect de règles reste invisible. Et de toute manière, tu l'as dit tout à l'heure, Kylian, le maître de jeu, il a toujours jeté des dés un peu comme ça pour faire semblant derrière son paravent, hein, faut le dire, c'est un secret de MJ, ça, c'est comme un truc de magicien. Ah non, pas Carthage. Je vois Carthage, oui, bien il sûr, choisit oui, le c'est ça. résultat des dés, lui. Hein, Oui, ça. Perte de temps. Dédé, voilà. Ah, C'est un ça. clic sur un truc ou lancer des dés quand même, merci. Bon. Ouais. Donc bon, voilà, les règles, on peut pas s'en passer, mais que dire de plus derrière ça? On ne peut pas s'en passer, mais qui peut dire la suite? Mais on peut pas s'en passer, mais Mais et voilà, ça me permet tranquille, d'arriver à une question qui est-ce que c'est un peu les tips, les astuces, les adaptations, Carthage j'en ai déjà donné, mais peut-être qu'il y en a quelques-unes d'autres, qui pour vous ont permis en fait, parce que quand vous étiez confronté à une situation, vous avez peut-être adapté le système, et si vous avez une, deux ou trois adaptations qu'on peut proposer aux auditeurs, donc c'est la partie conseil au MJ, de choses que vous avez, et Carthage l'a déjà donné, mais voilà, si vous en avez un, deux, trois autres que vous pouvez proposer aux auditeurs, moi je peux, peut-être que si vous voulez, je commence parce que j'en ai un. Il y a l'effet RK Rosenkreuz. On n'en a pas parlé en défaut et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une belle tentative pour gérer ce que le voile a disparu, pour gérer le fait qu'il y a une traque sur les Néphilim, que à chaque fois qu'un Néphilim se fait quelque chose, il y a potentiellement un impact. Bon, ça a été simulé. Il y a eu une deuxième proposition dans le supplément Synarchie, je crois, de la 3e saison. Bon, moi, je vous propose sur cette règle-là juste de la laisser tomber et de le faire de manière narrative ou avec des potentiels, c'est-à-dire vous comptez des points de 1 à 10, etc., d'adversité en fonction des adversaires qu'il y a dans votre campagne. Plus le potentiel est haut, plus la traque est importante. Vous gagnerez du temps plutôt qu'aller gérer un effet Rosenkreuz qui... j'ai fait un tuto de 1 heure sur le sujet sur YouTube, et à la fin j'ai dit que c'était du micromanagement de jauge, ça vaut pas le coup. Donc ne suivez pas mon conseil, vous n'avez pas envie, mais puis conseil, gérez-le différemment. Sur les combats, malgré le fait que Carthage, moi je joue sur Foundry, après a fait un truc vraiment top sur les règles officielles de combat, j'ai complètement laissé tomber, je fais le truc narratif. Il y a une proposition de le faire en narratif, très vite, avec juste un jet d'opposition, et celui qui gagne, et puis j'ai pas mis toutes les approches, les machins, parce que ça devient trop long. Ça c'est mon deuxième. Et sur la sapience, j'ajuste c'est mon 3e point, j'ajuste les points de sapience que je donne aux personnages, aux joueurs, en fonction des voies de magie qu'ils font, parce que je trouve, comme j'ai trouvé la cabale un peu déséquilibrée, je donne un peu plus de points de sapience pour rééquilibrer un peu la cabale. Donc n'hésitez pas à... Autant dans beaucoup de jeux, je donne tous les mêmes XP, expérience aux joueurs, pour que tout le monde soit du même niveau. À DD5, je veux que ils sont tous du même, il faut que ça soit équilibré. Autant dans les films, s'il faut rééquilibrer ce truc-là, et pas hésiter à donner un peu plus à des joueurs. Un joueur qui... Imaginez, on a un joueur très optimisateur à la table. Au bout de 10 séances ou une demi-campagne, il est 2 fois plus fort que ceux qui jouent une narration, un truc. Donc voilà, il faut rééquilibrer par des... J'allais dire XP, c'est des points de sapience dans ce jeu. Voilà mes 3 propositions d'adaptation. Je vais laisser Baron Lowe si tu as des propositions, 1, 2, 3, comme tu veux. Bah, ouais, de jouer peut-être avec ce système simplifié. Et d'ailleurs, je crois même que c'est à ma demande, Carthage, que tu avais ajouté la version simplifiée, vraiment ultra simplifiée du combat. Par contre, j'utilise quand même les approches, ça c'est quand même un truc intéressant. Donc voilà, jouer les combats de manière extrêmement simplifiée, ne pas forcément, alors ça dépend si vous jouez sur Foundry ou sur une table, mais dans Foundry, ne pas utiliser forcément le système de combat de Foundry, jeter les dés comme si vous étiez sur une table. Il fait son attaque, il fait sa défense.
et le faire finalement comme on le faisait sur table, même avec la V1, la V2, ne pas se compliquer avec tous les points, les calculs savants à faire, parce que ça, c'est pour moi, c'est un tue-l'amour. Euh, Attends, ça y est, ça m'a échappé. Tu parlais. Attends, vas-y, attache à me revenir. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Allez, on laisse la parole à Carthage le temps Barlos se retrouve une adaptation. Carthage, qu'est-ce que tu proposerais en plus de ce que tu as déjà donné, bien sûr? Ouais, je suis assez d'accord avec le combat, là. Malgré l'avoir implémenté, je l'utilise pas forcément, hein. C'est assez lourd, ça apporte pas grand-chose. Alors c'est un règle et un peu méta. C'est-à-dire que quand j'ai un joueur à ma table qui me dit « Ah, j'ai pas la compétence », bah, je le fais vraiment ressentir au joueur. Ben non, t'es pas un humain, t'y comprends rien, c'est complètement hors de ton scope, toi t'es un être magique. Donc du coup là, quand on a 0 dans une compétence, contrairement à d'autres jeux, par exemple, où ouais, j'ai 0 en vigilance, mais je pourrais voir quelque chose, là je lui dis « Écoute, t'es un être magique, t'as fait attention à tout un tas de signes ésotériques, mais là, le gars devant toi, là, qui a sorti un truc de sa poche, t'as rien vu parce que t'étais trop concentré à regarder les nuages ou je sais pas quoi. » Donc du coup, je trouve que c'est un élément qui peut aider un peu à la narration, mais c'est assez Ouais, c'est sympa. pas mal. C'est pas mal. J'ai retrouvé mon truc. Enfin, c'est en fait de réussir au fil des parties à créer une vraie complicité avec chaque joueur, à condition que le joueur soit vraiment dedans, roleplay, et vraiment qu'il ait un attachement fort à son perso et qu'il sache exactement où il veut aller. Un Néphilim, s'il pratique la magie, il sait quelle voie il doit suivre et le parcours et les étapes qu'il doit franchir, comme pour le kabbaliste. Et donc, moi, je suis un MJ gentil. J'ai envie de faire vraiment plaisir à mes joueurs. Alors après, faut pas trop leur en donner non plus. Mais c'est totalement arbitraire. C'est ce ressenti que tu peux avoir avec tel ou tel joueur qui sait qu'il a encore évidemment plein de secrets à découvrir, et tu vas lui en donner. Est-ce que ça va être sous la forme de points de sapiens? Est-ce que ça va être sous la forme de comment dire, une progression dans une connaissance de tel ou tel secret? C'est totalement arbitraire, c'est au cas par cas, j'ai envie de dire. Mais il faut vraiment qu'à la fin d'une partie ou à la fin d'une session où les joueurs vont être récompensés, qu'ils le soient vraiment. Mais avec toujours cette limite de genre, tu vois, derrière, il y a encore autre chose. Derrière, il y a encore un chemin à faire. Et ça, je pense que c'est aucune règle peut-être ne peut vraiment appliquer ça. Alors pourtant, encore une fois, genre je vais faire mon ayatollah de la V1 et de la V2, il y avait ça dans le système de progression de la V1 et de la V2. En gros, moi, c'est clair, je joue à Néphilim. Enfin, j'aimerais pouvoir continuer à jouer à Néphilim avec les règles de Cthulhu, en fait. Parce que pour moi, c'est ce qu'étaient c'est les règles les mieux faites, justement, pour la progression. Quand il progressait vers l'Agartha, qu'il gagnait des points de K, je sais qu'on avait commencé, évidemment, ils étaient autour, alors c'était non pas de 1 à 10, mais de 15 à 100. Enfin, les points de K, c'était aussi, fallait avoir 90 en K, 90 dans une science occulte et 90 dans une compétence du simulacre. Et donc, ils avaient commencé, je me rappelle, avec le même perso qu'ils ont gardé pendant des années, à 17-18 points de K au départ. Et on avait atteint 60... ils avaient atteint, je crois, ceux qui avaient été plus loin, j'étais à 4 ou 5 points de différence chacun, mais il y en a un qui avait atteint 80. Mais il y avait un gros rituel à faire, alors je ne vais pas spoiler parce que c'est chronique de l'Apocalypse, à un moment donné où il fallait un sacrifice de points de K. Et c'était dur, alors que tu étais arrivé après tout ce temps à 80 points de K, de sacrifier 5, 6, 7, 8, 10 points de K. Mais aussi, fallait voir ce qu'il attendait derrière avec ce sacrifice, ce rituel, etc. Et ça pour dire que voilà, cette complicité, elle est née, et ce côté vraiment très proche du joueur, elle est née au fil des parties, elle est née grâce à ces règles de Chaosium. Et le secret, enfin je veux dire le plaisir de la découverte perpétuelle, en fait, de l'avancée du personnage vers l'Agartha était parfait. On avait cette complicité et les règles étaient le support de cette complicité.
Et moi, je trouve que justement, les points de sapiens ou les rétributions enfin, comment dire, de points dans la V5, j'ai un peu perdu ça. Peut-être que j'avais aussi à l'époque la fougue du jeune MJ. Et Ça, peut-être. mais je suis peut-être pas rentré suffisamment dans la V5, mais un ami, hein, pour ne pas le nommer, Olivier l'a fait pour moi, et je me suis rendu compte tout de même que, bon, voilà, je n'avais pas ce petit goût sucré que je pouvais avoir avec la V1 et la V2. Ça viendra peut-être. Eh bien, merci. On va revenir au dernier type d'accartage, parce qu'il a droit encore à un tips, je crois, une adaptation que tu voudrais proposer. Je sais que tu en as une liste. Mais donc, voilà. Autrement, j'ai encore une question, avant notre conclusion, bien sûr. Et je sais qu'on n'aura pas pu tout dire, parce qu'à chaque fois, on essaie de tenir 1 heure. Moi, j'ai encore plein de choses à dire. Mais autrement, je vais poser ma avant-dernière question, qui est, si aujourd'hui, parce que c'est toujours intéressant de faire un peu par l'absurde, si vous deviez citer un système de jeu de rôle qui existe, bien sûr, pour avoir une référence pour les auditeurs, quel est pour vous le système de jeu de rôle qui serait certainement le plus adapté? Alors, ça colle pas à 100%, mais qu'est-ce qui pourrait être le plus adapté à Nephilim? Si vous deviez donner un système, alors pas celui de légende, bien sûr, mais un autre, peut-être pour donner voilà, une idée. Il y a plein de systèmes aujourd'hui. Il y a du PBTA, c'est un peu à la mode depuis, ça fait 15 ans maintenant. Narration partagée. Est-ce que, voilà. Donc, moi, je sais que Baron Los va nous dire les règles de l'appel de Cthulhu, de la V5, de Stormbringer. Je crois avoir la réponse. Moi, je vais vous dire, il y a eu une édition Swade, donc Savage World, de Nephilim, un truc piratin, que ça soit bien clair, qui est, mais alors très héroïque. On joue du Nephilim Pulp, parce que Swade, Savage World, c'est plutôt Pulp. Donc si vous jouez Pulp, ça peut fonctionner. Le sujet, c'est qu'il faut définir tous les sortes de cabales, donc c'est beaucoup de boulot à le définir. Et moi, je pense que quand même, je le ferais bien dans du PBTA très classique, parce qu'on pourrait le tenter dans de la narration partagée. C'est une autre expérience. Pour cela, il faudrait avoir des joueurs qui connaissent très bien l'univers de Nephilim, parce qu'il faut rebondir sur l'univers de Nephilim. Donc, je pense que ça pourrait se tenter. Alors, moi, j'ai un avis sur PBTA, je vais lui le garder, mais peut-être sur des one-shots, ça pourrait permettre d'arriver à des trucs intéressants. Donc, je dirais Swade, donc Savage World, qui peut, pour moi, je mettrais bien là-dedans du pulp, vision très pulp, et du PBTA très classique, enfin, tu vois, comment ça s'appelle, Dungeon World, j'ai oublié le nom, mais donc où on se partage la narration et qu'on co-construit l'histoire au fur et à mesure, plutôt en mode one-shot sur une quête occulte, par exemple. Carthage, toi, est-ce que tu aurais un système, tu te dis, tiens, il pourrait coller Pas évident, c'est pas du tout évident, mais j'ai une réponse quand même. J'ai pas du tout attendu. C'est que, alors déjà, ça dépend du système, s'il est sur VTT ou pas. Parce que le VTT te permet quand même de faire des choses compliquées sous le capot. Ouais. Les joueurs sont impactés par la complexité. T'as droit à 2 réponses, VTT ou présentiel, tu vois. Ça... D'accord. Alors, dans mon jeune temps, j'ai joué beaucoup à Rêve de Dragon, on avait poncé les règles, on les connaissait par cœur, et je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas Donjon, Rêve de Dragon, je veux dire, parce que les règles sont effectivement compliquées, mais elles ont l'avantage, contrairement à Donjon, d'être très homogènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas particulier de je suis mage et j'ai l'objet machin, et tout est un peu homogène. Donc j'aime bien ce style de règles-là, mais j'ai pas trouvé effectivement sur Nephilim. Alors donc la première réponse, c'est que j'ai pas de réponse en table. Mais ou Monde des Ténèbres, peut-être. Quelque chose de très, très narratif, un petit peu comme ça, quoi. Et Monde des Ténèbres, t'as raison. En fait, d'ailleurs, dans l'esprit, on a toujours dit qu'il y avait un peu de vampires dans Nephilim ou de Nephilim dans vampires, on sait pas. Peut-être que ça peut fonctionner parce qu'il y a beaucoup de pouvoirs différents, d'écoles différentes. Ouais, c'est... Côté quête, un peu discipline vampirique, ça collerait peut-être un petit peu avec le découpage. Je sais pas trop. Et en ce moment, alors, c'est un peu petite révélation. Je suis en train de travailler sur un nouveau projet Foundry, du coup. Et en travaillant l'émission, je me suis justement aperçu que les règles n'étaient pas si éloignées les unes des autres.
Donc ce que je suis en train de faire, c'est, étant donné que Foundry bouge beaucoup, je refais un socle assez costaud, et là j'ai bien avancé. Je vais décrire les compétences, pas les compétences, mais les sorts, etc., toutes ces choses qui servent de fondation au jeu Nephilim. Et l'idée derrière, la philosophie du truc, c'est de te dire, si je veux implémenter mon système de règles, je vais pouvoir le faire. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire, je vais faire de la V5, mais je vais peut-être aussi pouvoir faire de la V1, V2, etc. Ce sera juste des petits modules, une espèce d'option à sélectionner. Et là, tu pourras dire, je veux passer en mode V1, V2, V5. Non. Si. Je pense que c'est jouable. C'est un peu héros challenge intellectuel, quoi, de programmation, je veux dire. Mais c'est assez sympa, parce que du coup, tu mets vraiment le nez dans du game design, etc. Et pour moi, c'est aussi l'occasion d'ouvrir le jeu peut-être à un nouveau système que des joueurs pourraient apporter, ou toi des idées, tout en restant un peu compatible avec les descriptions actuelles. C'est-à-dire se baser sur un niveau de compétence ou un niveau de sciences occultes, etc. qui soit de 1, 2, 3, tu sais, pour les apprentis compagnons maîtres pour la V3, sur un de 1 à 100 pour le système. C'est une espèce de mapping permanent entre les différents pour retomber sur exactement. Ce qui demande une analyse assez profonde et qui aura. C'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part, j'essaie d'un peu reformuler. On s'y retrouve dans cette édition parce que Carthage, honnêtement, tu as passé du temps dessus, c'est que tu étais quand même convaincu que ça pouvait tourner, autrement tu n'aurais pas passé des jours et des nuits à développer tout. Baron Lost y a aussi joué, moi aussi, donc c'est-à-dire qu'on adhère quand même faut dire, on adhère quand même au système de règles, hein. On n'a pas tout jeté, sinon on aurait tout jeté depuis le début. Mais il y a peut-être une petite insatisfaction, un truc qui nous... Alors, c'est normal, on est dans la recherche de l'Agartha. Et c'est logique qu'on soit dans l'insatisfaction permanente pour avancer, sinon... Et c'est peut-être la grande réussite du système de légende, c'est nous avoir mis dans une insatisfaction pour la recherche de l'Agartha des règles. Oui, c'est ça qui devrait dire marketingment parlant. Voilà. Mais ouais, c'est intéressant. Quand j'entends, je me dis qu'on n'est pas arrivé, même dans les précédentes versions, même si on adhère en fonction de l'âge et puis parce que moi aussi la V1 et la V2 c'est une arlésienne, enfin c'est quelque chose, une Madeleine, pardon, pas une arlésienne, une Madeleine, mais qu'après 30 ans on n'est pas arrivé à un système parfait. C'est peut-être impossible d'arriver au système parfait, et c'est peut-être pas la vocation de l'édition Légende, qui était plutôt orientée très background et puis cohésion d'ensemble et scénario, mais qui est, je pense, effectivement le gameplay au sens règle, et on n'y était pas. Je vais en fait vous laisser... Sinon, peut-être qu'il faudra une adaptation de Nephilim avec les règles de Chronique oubliée, que j'ai fait découvrir à mon fils de 9 ans, et ça tourne. Bon sang, ça tourne. Ce système, il est simple, c'est du Donjon Dragon ultra simplifié, ça marche pour un enfant de 8 ans, 9 ans. Voilà, je dis ça, soit dit en passant. Je ne fais pas de publicité. Hein. Moi, on ne fait pas de pub pour aucun système, mais de toute façon, on n'est pas subventionné ni supporté par aucun système de règles. Mais, donc oui, ça peut être aussi, c'était la réponse à la question, un système qui pourrait permettre de support. On prend un système à niveau, parce que attention, Chronique oubliée, c'est un système à niveau quand même. Ouais, et puis finalement, l'Agartha, c'est le niveau 20, quoi. Un truc comme ça. Ça. Je vais vous laisser peut-être chacun quelques secondes, une minute pour un peu le mot de la fin. Voilà, si quelqu'un veut dire un petit mot, enfin vous allez être obligé de dire un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion. Alors moi je vais laisser le mot de la fin pour Carthage, parce qu'en fait je vais lui poser une question. Si j'ai bien compris, le système que tu es en train de faire permettra de jouer à Nephilim sur Foundry avec la V1 et V2 ? C'est l'objectif. Voilà. V3, V5, V4, j'ai pas trop mis le nez dedans, mais je vois pas pourquoi. C'est pas... Attends, mais c'est le scoop ultime, ça, pour moi, Carthage. C'est un truc de fou, je te demande ça depuis 2000 ans. Alors, j'ai noté qu'il n'a pas donné encore de date de livraison, donc on donne pas trop. Enfin, faut pas de. Voilà, on va laisser Carthage le soin. Ça filé un scoop là. Voilà, de soin de finaliser.
Et donc, c'était la génial. question de la fin. Est-ce que Carthage peut nous dire un petit mot voilà, de conclusion? Euh, En fait, ces règles-là, je pense que c'est un peu le point noir, on va dire, ou peut-être le côté un peu négatif de pas mal de MJ et de joueurs, mais ça fait vraiment pas oublier, c'est pour ça qu'on joue à ce jeu, tout le lore, tout le côté tout ce fantastique jeu, donc faut pas s'arrêter là-dessus. Et puis les règles, en fait, on les tord un petit peu comme on peut. Il faut que tous les MJ se l'approprient et qu'ils s'arrêtent pas du tout à ce qui est écrit, quoi. C'est vraiment un guide quelque part, et on fait au mieux pour s'amuser autour d'une table. Donc c'est ça, c'est bien là l'essentiel. Donc faut vraiment pas s'arrêter là. Par contre, effectivement, si on peut piocher à droite à gauche des tips, des petites on fait en fonction de ses goûts, en fonction de ses tables, en fonction de tout ça, hein. Voilà. Mais ça reste quand même un jeu fantastique et qui n'a pas de CV Lagartha dans ses règles. Ah ouais, c'est ça. Mais attends, si tu me permets justement, c'est-à-dire qu'on peut ou pas adhérer aux règles de Nephilim, mais par contre, là où on sera d'accord, c'est qu'on adhère à 200% à cet univers. Ah bah Ah oui, oui, complètement. et on Donc, peut critiquer quelque chose même si on adhère. Et d'ailleurs, c'est sain de pouvoir dire que ouais. on y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et dans le lore, plus tard, et ça me permet de faire la transition sur la fin, déjà, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui ont écouté, si vous avez des points de règle qui vous ont plu, agacé, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est ça qui nous permettra aussi de réagir la prochaine fois. On peut peut-être même faire une deuxième émission sur les règles si vous nous posez plein de questions. On avait pris la décision de ne pas faire les règles une par une pour les expliquer, hein. C'est pas un tuto, hein. Si vous voulez un tuto, on en a fait des tutos, mais plutôt parler de la philosophie de ces règles. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous proposer des sujets pour la prochaine fois. On a déjà quelques idées. Parce que c'est important voilà, pour nous. Alors, moi, j'ai encore kiffé parce que j'ai noté des tips et puis ça me permet de prendre du recul sur le système. Je dirais, mon petit mot, moi, perso, avant de conclure, c'est ça prouve que ce jeu, vu le système de règles, c'est pas un jeu pour MJ débutant. Parce que un MJ débutant, on va se faire déborder par le système de règles à un moment donné. Donc, c'est pas un jeu d'initiation, un Nephilim, même si on peut initier des gens à un Nephilim, c'est pas un jeu d'initiation de MJ débutant qui se lancerait à un Nephilim avec un système de règles comme ça qui mérite d'être peaufiné à sa table. Et c'est un point pour moi pas positif, mais il simule quand même bien ce jeu et on s'en sort. Bon, moi j'ai fait plusieurs campagnes avec, on arrive à le faire tourner. C'est pas complètement voilà, déconnant. Donc on se retrouve très vite. On va essayer de se retrouver plus vite que depuis la dernière fois, bien sûr. Oui, on va pas attendre 6 mois hein, quand même, parce que ça fait beaucoup. Voilà. Et donc likez, abonnez-vous, poussez pouce bleu et faites des commentaires pour nous donner des idées de thèmes pour la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée et à très bientôt les amis. Salut à tous. Bonne continuation dans votre chemin sur Lagartha. Ciao, ciao.